Les militaires ne sont pas faits pour gérer les États. Ils n'ont pas eu la formation de gestion des États. Ils ont été formés pour faire la guerre. Ils ont été formés pour protéger les populations. Ils ne sont pas formés pour gérer les finances, l'administration, la sécurité, oui. Mais pas les finances, pas l'administration de l'État. C'est tout comme un civil que je suis. Je ne suis pas formé pour faire la guerre. Alors si on m'envoie à faire la guerre, s'il y a échec, on aura fait exprès. Si les militaires échouent dans la gestion d'un pays, on aura fait exprès. Et malheureusement, la tendance aujourd'hui en Afrique de l'Ouest au moins, c'est les militaires. Tous les pays qui sont autour de nous, qui ont eu la continuité de l'État, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils sont très très loin devant nous aujourd'hui. Nous avons constaté que l'intérieur du pays, en tout cas en ce qui concerne les routes, est complètement abandonné. Entre Mamo-Labé, 145 km, avec une 4x4, vous faites 3h30. La route est complètement cassée. Vous verrez des camions remorques chargés de marchandises, chargés de denrées périssables, avec des pneus, avec des ressorts, avec des amortisseurs, cassés à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas donner le bonheur à un pays. Vous ne pouvez pas baisser les prix si les routes ne sont pas entretenues. On m'a dit également, notre ami Mamadi Doumbouya est là. Je ne parle pas de Mamadi Doumbouya auquel vous faites allusion. Je parle du jeune Mamadi Doumbouya qui vient d'arriver tout droit de Kankan. Et il va peut-être témoigner que pendant que je vous parle, les 145 km entre Kankan et Kéréouané sont pratiquement impraticables. Sur le plan économique, si vous réussissez à brancher Kankan à Kéréouané, à Beila, vous avez fait la jonction entre Kankan et la forêt. Le riz qui se produit en abondance à Senko ne peut pas être consommé à Senko. Il ne consomme qu'une partie. La grande partie ne peut être consommée que là où il y a les grands consommateurs, c'est-à-dire à Kankan. Il faut veiller aux routes. Si le gouvernement ne veille pas aux routes, le gouvernement continuera à plomber le pays. Le gouvernement contribuera à aggraver la misère des Guinéens. Ensuite, à cela, s'ajoute l'épineux problème de l'éducation. Depuis 1 ou 2 semaines, le 3 octobre précisément, on a constaté l'annonce de l'ouverture des classes. Jusqu'à présent, elle n'est pas effective à beaucoup d'endroits. Nous avons un problème sérieux. D'abord, problème d'infrastructure. Il n'y a pas suffisamment d'écoles. Ensuite, problème d'équipement. Il n'y a pas de table-banc. Et après, problème d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Le peu qui est là ne suffit pas. Les contractuels qu'on taxe d'être mal formés,
de ne pas être au niveau. Qu'est-ce qu'on fait pour les mettre au niveau? Il faut former les formateurs. C'est un problème. Il faut mettre à niveau ceux qui sont là, qui ne sont pas à niveau. C'est un autre problème. Il faut payer ceux qui ont travaillé et qui n'ont pas été payés. C'est un troisième problème. Alors, si vous prenez 5 000 milliards sur le dépôt des pauvres citoyens dans les banques primaires, ce montant-là est à la Banque centrale. Si vous prenez ce montant pour mettre dans les infrastructures, je souhaiterais que cet argent-là serve à construire les routes, serve à équiper les écoles. Mais je sais, je doute fort, puisqu'il est annoncé dans l'arrêt du CNT de couper l'argent sur la route qui contourne la ville de Bokeh pour les infrastructures. Alors que la route de Bokeh, la contourne de Bokeh est une infrastructure importante. Le pays vit aujourd'hui des recettes issues des mines extraites du sol de Bokeh. Si nous décidons d'empêcher les gens de Bokeh de profiter d'une bonne partie de ces ressources, on aura trahi Bokeh. 5 000 milliards, c'est bien. Mais le budget, on n'a pas besoin d'un économiste de Harvard pour savoir que le budget, c'est les dépenses opposées aux recettes. Il faut ramener l'État à la cellule familiale. Votre revenu de famille, c'est 10 millions par mois. Vos dépenses sont 12 millions. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'aller emprunter de l'argent chez votre voisin, diminuez votre dépense. Diminuez le train de vie de l'État. Coupez dans ce que vous appelez, comment on appelle ça de façon rébarbative, budget de souveraineté. Coupez dans les budgets de souveraineté. Coupez dans les exonérations. Coupez dans certaines subventions pour équilibrer vos dépenses à ce que vous gagnez comme recette. Mais si vous allez prendre des dettes sur le système bancaire, vous allez les payer avec des taux d'intérêt énormes. Et peut-être même, si vous voyez la dette intérieure actuelle, la dette intérieure actuelle du pays, c'est-à-dire les fournitures qui ont été faites, les travaux qui ont été faits, approuvés, attestés, faits par l'État, ça peut engloutir déjà les 5 000 milliards. Donc, c'est une opération, si sur le plan économique, elle se justifie, sur le plan pratique, on aurait mieux fait de chercher à diminuer le train de vie actuel de l'État. Si vous envoyez plus de dizaines de ministres en classe affaires, louer des cars à New York, à Philadelphie, à Boston, un peu partout, il ne faut pas être surpris que le budget soit en déficit. Donc, nous ne sommes pas contre que l'État fasse recours aux emprunts, mais nous exigeons que l'emploi de ces emprunts-là, les investissements qui seront concernés, soient des investissements évalués à leur juste valeur. Si on introduit cet argent dans les travaux surfacturés, on va engloutir de l'argent, la route de Kerouané ne sera pas construite,
Celle de l'abbé ne sera pas construite. Je n'ai même pas été à Mali, Yembere ou à Tougué ou à Lelouma pour voir la situation des routes à ce niveau. Entre Gekedou et Kishidougou, il paraît qu'il y a un tronçon également infernal de moins de 20 km à ce niveau. Ce n'est pas la peine de continuer à colmater certaines voies d'Akonakri pour qu'on applaudisse, pour dire tout va bien, alors que à l'intérieur du pays, là où on produit, il n'y a pas de route. S'il n'y a pas de route, même si vous produisez, vos produits vont périr sur place. Vous chargez la banane à Bundouma, à Zékoui. Le camion fait une semaine avant d'arriver à Conakry. Les bananes vont périr en route. Donc, nous ne sommes pas contre, je répète, ces emprunts, mais nous exigeons que leur emploi soit vérifié. Ce qui est un peu gênant pour le pays, nous parlons de la continuité de l'État. Nous avons connu en Guinée un régime révolutionnaire pendant 26 ans. Juste après, un régime totalement libéral. C'est un choc. J'ai entendu dire la Guinée avait 144 entreprises, la Guinée avait 9 Boeing, la Guinée, c'était des entreprises publiques. À l'époque, Conakry se limitait à la tannerie. Conakry a triplé de population. Aujourd'hui, ce qui était valable il y a 30 ans, il y a 40 ans n'est pas valable aujourd'hui. Avec le parti unique, tout était possible. Tout appartenait à l'État. Ça a changé. Après le feu président Sékou Touré, le régime qui est venu était un régime totalement libéral. Après, nous avons connu un régime militaire qui a encore changé la direction. Après, un régime civil et aujourd'hui un régime militaire. Ce pays-là a subi tous ces coups. Régime révolutionnaire, régime libéral, régime civil, régime militaire. Les militaires ne sont pas faits pour gérer les États. Ils n'ont pas eu la formation de gestion des États. Ils ont été formés pour faire la guerre. Ils ont été formés pour protéger les populations. Ils ne sont pas formés pour gérer les finances, l'administration, la sécurité, oui. Mais pas les finances, pas l'administration de l'État. C'est tout comme un civil que je suis. Je ne suis pas formé pour faire la guerre. Alors si on m'envoie faire la guerre, s'il y a échec, on aura fait exprès. Si les militaires échouent dans la gestion d'un pays, on aura fait exprès. Et malheureusement, la tendance aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au moins, c'est les militaires. Tous les pays qui sont autour de nous, qui ont eu la continuité de l'État, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils sont très très loin devant nous aujourd'hui. Donc, nous conseillons vivement au CNRD de faire en sorte que la transition continue et que les civils reviennent au pouvoir. Le militaire qui veut faire la politique, mais il démissionne de l'armée. Il ôte la tenue. Il vient dans le caniveau avec nous faire la politique. Mais on ne peut pas être militaire et faire en même temps la politique. Donc, nous avons pris assez de temps, comme je l'ai dit, les gens sont dehors.
Moi-même, je transpire parce qu'il fait très chaud dans la salle. Il est 14h et quelques. C'est le message là que je devais vous passer. Je ne reviendrai pas sur la presse. Konaté a largement parlé de la presse. Celui qui s'attaque à la presse, il s'est attaqué à un pouvoir. Ce n'est pas nous qui devons défendre la presse. La presse a suffisamment d'outils pour se défendre. C'est vrai ou c'est faux? Donc, nous demandons tout simplement qu'au niveau de la presse, que ce qu'on dit soit relayé correctement, soit relayé dans les formes dans lesquelles nous avons véhiculé les langages qui ont été véhiculés ici. Il y a beaucoup de sujets à évoquer, qu'on va évoquer la semaine prochaine. Les militaires, ce n'est pas seulement pour casser. Vous venez vous casser, vous laissez la place vide. Capo Rail a été cassé depuis quand? Depuis au moins 10 ans. Ça a continué avec le régime passé. La cité police également cassée. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien mis à la place. Ce qu'on a mis à la place ne correspond pas à ce qui était prévu à mettre à ce niveau-là. Pourquoi donc on a cassé? Les logements sociaux qu'on a vantés plusieurs fois ici. Vous avez vu le bâtiment qui s'est effondré à Matoto. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur la sanction qui a été infligée à ceux qui nous ont offert des bâtiments qu'on peut appeler cercueils. Pendant ce temps, les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale sont en prison, soi-disant pour avoir détourné 15 milliards. Je citerai l'honorable Damaro. Quoi qu'on dise, il a réussi à faire une chose qui restera dans l'histoire. Il a au moins réussi à laver proprement son honneur. Ce que nous avons vu, ce que nous avons écouté, l'homme qu'on a côtoyé pendant au moins 6 ans à l'Assemblée, nous avons estimé que cette fois-ci, il a lavé son honneur. Tel que soit ce qui va lui arriver plus tard. Mais moi je dis, j'ai été, c'est pas moi qui juge, tous ceux qui ont été, qui sont intervenus dans cette affaire, ont estimé qu'il a effectivement convaincu, en tout cas, la population. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en vous adressant les meilleures salutations de notre président, El Hadj Cellou Dalein Diallo, pour lequel nous prions pour la bonne santé, pour lequel nous prions qu'il prenne les rênes de ce pays pour le bonheur des Guinéens et des Guinéennes. Je vous remercie.